Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de rendement. Le rendement donc d'une machine. Alors, il faut venir dans le cours à la page 22. Donc voilà. En termes donc de rendement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le rendement, c'est essayer d'évaluer en fait la quantité d'énergie qu'on va donner à une machine et voir ce qu'elle va pouvoir en faire. Donc en fait, c'est le rapport entre l'énergie secondaire réellement obtenue, c'est-à-dire ce que la machine va pouvoir donner comme type de travail, en fonction de l'énergie primaire qu'on lui a donnée, en fonction de l'énergie donc qu'on a investie. Donc le rendement dans votre tête pour les moteurs classiques, hein, attention, je suis en train de parler des moteurs, je ne suis pas en train de parler des frigos ici, donc les moteurs, on prend donc l'énergie utilisable divisée par l'énergie qu'on a investie, c'est-à-dire qu'on a donnée au départ. Donc une machine ne peut pas, par définition, convertir la totalité de l'énergie Q1 qu'on lui a fournie en un travail W sortant. Donc la chaleur Q1 est entrante dans le système et le travail W est sortant. Donc par rapport à ce petit schéma que vous aviez sur la page précédente, juste pour vous rappeler que l'énergie Q1 que l'on donne est en grande quantité, qu'elle nous permet de faire un certain travail, on va voir avec quel pourcentage, ça dépendra de chaque machine, mais malheureusement, une certaine partie de l'énergie Q2 est obligatoirement dissipée pour permettre au système de se refroidir. Et donc, quand elle est dissipée, en fait, c'est théoriquement une énergie, vous vous souvenez, qu'on dit perdue. Perdue, ça veut dire qu'elle n'a pas disparu de l'univers. Le quota d'énergie, vous vous souvenez, est de 100%. Mais ça veut dire que cette énergie-là, en tout cas, on ne peut pas la rentabiliser dans une activité. Donc, il y a nécessairement une partie de la chaleur qui part vers la source froide, alors que nous, ce qui nous intéresse en termes de rentabilité dans l'industrie, c'est de savoir justement la quantité de travail qu'une machine peut accomplir en termes d'énergie. Donc, si vous prenez l'exemple d'une centrale nucléaire, donc une centrale nucléaire comme nous à Tihange, 67% de l'énergie thermique fournie au départ au réacteur est cédée à la source froide. Ça veut dire que 67% de l'énergie est dissipée et donc qu'il n'y a que 33% d'énergie qui est utilisée sous forme de travail. Travail qui va nous servir donc à donner de l'énergie électrique au foyer. Donc c'est très très peu, évidemment, en termes de rentabilité ici. Vous voyez qu'on n'a que 33% d'énergie, malheureusement, par rapport au départ, qui est exploitée. Donc le rendement en tant que tel, c'est le travail de la machine divisé par la chaleur qu'on a pu fournir au départ à la machine. Donc c'est donc une information d'un travail divisé par la quantité de chaleur Q1 que l'on a fournie au départ. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir en termes de rendement pour une machine? Mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Toute machine a un rendement d'office inférieur à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité absolument à un moment donné de communiquer une certaine énergie à la source froide. Et cette quantité d'énergie, c'est Q2, que la source froide doit absolument attraper dans le but de permettre à un nouveau cycle de se produire. N'oubliez pas qu'une machine fonctionne de manière cyclique, c'est-à-dire qu'on est obligé de refroidir le système pour que le cycle reprenne. Donc, après, voici des exemples concrets de pourcentage pour certaines machines. Voilà, dans une centrale nucléaire, c'est 33% pour la turbine. Le moteur diesel d'une voiture, par exemple, c'est 35%. Et la turbine d'une centrale gaz-vapeur serait, elle, à 50%. Je vous ai mis ici le rendement de moteurs à essence, donc les moteurs à essence dans les voitures, dans les motos. Voici les pourcentages. Ben, effectivement, à nouveau, on n'a que 35% de rentabilité dans ce type de moteur. Je vous laisse lire en quoi le reste de l'énergie, donc les 65%, sont dissipés. Alors, nous arrivons dans la partie sur l'électricité. Alors, l'électricité en Belgique, voilà les chiffres actuels en octobre 2020. Donc je vous rappelle, en termes de production d'électricité en Belgique, nos deux moyens les plus utilisés en Belgique, c'est le nucléaire et malheureusement les énergies fossiles. Donc le nucléaire pour 38,4% de notre énergie électrique
et 39,3% pour les énergies fossiles. Vous voyez que nous sommes effectivement très loin en termes d'utilisation par l'éolienne, par le solaire ou encore par la biomasse, l'hydraulique, etc. Alors, je vous rappelle aussi que ce qui est intéressant de regarder surtout, c'est les émissions de CO2. Donc, les énergies fossiles polluent énormément. Le nucléaire a d'autres désavantages, mais heureusement, pour l'instant en tout cas, le nucléaire qu'on utilise majoritairement en Belgique pollue très très peu. Nous en reparlerons dans le sujet rien que là-dessus. Les éoliennes, évidemment, on avait vu, c'est imbattable en termes, une fois qu'elles sont produites, elles émettent zéro CO2. Et le solaire, tout ce qui est panneaux photovoltaïques, la biomasse, l'hydraulique, etc., très très peu d'émissions de CO2 également. Donc ce sont euh, des paramètres, évidemment, des outils très intéressants sur le long terme en termes de protection de l'environnement. Alors, en ce qui concerne la Belgique, nous avons besoin, nous, pour couvrir l'énergie demandée en termes d'électricité, nous avons besoin de 20 000 mégawatts en puissance fournie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en Belgique, nous avons 22% de notre énergie électrique qui est utilisée dans les foyers. Nous avons 56% de toute l'énergie électrique en Belgique qui est utilisée dans les industries et nous avons 22% pour tout ce qui est services, c'est-à-dire les commerces, les activités, le captage d'eau, les éclairages publics, le transport, l'agriculture, etc. Donc vous voyez que l'électricité aujourd'hui, c'est impossible de s'en passer. On l'utilise à la maison, on l'utilise pour les industries et on l'utilise donc pour tout ce qui est services. Alors, en termes d'énergie électrique, pour l'obtenir et la distribuer, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. Alors déjà, en termes d'énergie renouvelable qui nous fournissent de l'électricité, je vous rappelle que l'hydroélectricité, c'est une solution, donc les barrages, les panneaux solaires, et je vous rappelle également le principe de l'éolienne, donc l'éolienne qui fonctionne avec un alternateur à l'intérieur. Un alternateur a pour fonction de changer l'énergie cinétique de l'éolienne, donc le mouvement provoqué par l'éolienne, se transforme dans un alternateur en énergie électrique qui est communiquée au foyer. Majoritairement donc en Belgique aujourd'hui, nos énergies primaires qui fournissent l'électricité sont malheureusement des choses qui polluent. D'accord? Donc qui polluent ou qui sont des énergies dites fossiles, c'est-à-dire qui viennent de la Terre. Alors déjà le charbon, oui ça pollue, l'uranium ça vient de la Terre mais ça ne pollue pas. Donc ce qui est centrale thermique, je vous rappelle, c'est ce qui va utiliser du charbon, du fioul, du gaz, etc. Alors dans notre pays, nous avons majoritairement des centrales thermiques, en plus des nucléaires, mais nous avons aussi des centrales à gaz qui commencent tout doucement à prendre le pas sur le charbon, parce que le gaz, je vous rappelle, émet beaucoup moins de pollution en termes de CO2 que le charbon. Alors, les centrales nucléaires, c'est 55% de notre électricité en général, de façon moyenne en Belgique. Donc là, les chiffres que je vous avais donnés, c'était octobre 2020, mais de façon moyenne, sur une dizaine d'années, 55% de notre électricité vient du nucléaire. Je vous rappelle aussi que Tihange et Doel donc, sont nos centrales nucléaires. Nous en avons 7 en Belgique, 7 réacteurs, et elles ont déjà quelques années. Mais ça, on va en reparler effectivement de leur efficacité sur le long terme. Alors si je vous présente donc le fonctionnement d'une centrale nucléaire, ça ressemble très fort au schéma de centrale thermique qu'on a déjà analysé. Donc je vous rappelle, il y a une partie réacteur dans laquelle cette fois-ci, il y a effectivement donc une réaction de type nucléaire qui se passe. Donc ici, vous pouvez noter sur votre schéma page 25, vous avez donc de l'énergie nucléaire qui sort naturellement de l'uranium. Nous reverrons aussi ça plus loin. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un circuit primaire qui va permettre donc à un fluide de se balader et d'être chauffé et refroidi et réchauffé. Et vous avez un deuxième circuit qui est un circuit secondaire de fluide également qui va être chauffé et auquel on va reprendre la chaleur. Alors, ce schéma, nous y reviendrons parce qu'on va l'analyser au fur et à mesure. Je vous rappelle que le but ultime est de produire de l'électricité à la fin. Donc on voit ici les hautes tensions, je vais revenir aussi là-dessus. Donc les lignes à haute tension qui nous permettent donc d'amener de l'électricité au foyer. Vous avez également le circuit de refroidissement, qui est un circuit ici, un troisième circuit d'eau, mais qui va simplement, lui, venir refroidir le système secondaire. Rappelez-vous aussi qu'à Tihange, l'eau est puisée depuis le fleuve Meuse, donc est puisée à une température très très froide.
Alors, je vous demande ici de jouer le jeu, de rapidement lire le petit texte page 25 et page 26 sur le principe d'une centrale nucléaire et de venir répondre aux questions qui sont ci-dessous. Alors, moi je vais évidemment continuer la vidéo, mais je vous propose de la mettre en pause et de faire ce petit processus de lecture et de mise en réponse. Donc, maintenant que vous avez lu le texte, nous allons passer aux réponses aux questions. Donc, quel type de machine thermique est une centrale nucléaire? On a vu deux types de machines. Soit elle est moteur, soit c'est une machine réceptrice de type frigo. Je vous signale que la centrale nucléaire n'est pas un frigo, donc c'est bien un moteur. Donc c'est un moteur thermique. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on joue sur le fait d'aller dans des échanges tout à fait naturels de la source chaude qui est mon réacteur avec la réaction nucléaire vers la source froide qui est ici la source froide, cette eau qui est puisée dans le fleuve. Dans le but de fournir un travail, W, qui s'effectue au niveau de la turbine qui va tourner, donc on a un mouvement ou en tout cas une énergie cinétique qui sera après transformée en énergie électrique dont le but est évidemment d'être assimilé jusqu'au foyer que l'on doit alimenter. Le trajet du fluide. Alors, le trajet réalisé par le fluide, on l'a grâce au schéma. Donc vous avez deux circuits de fluide différents. En fait, vous en avez trois. Pour être tout à fait exact, je vais vous remontrer. Premier circuit important, c'est le circuit primaire qui est chauffé par le réacteur. Deuxième circuit, c'est celui qui est aussi rempli d'un fluide et qui vient au contact d'un troisième circuit, en fait, qui est le circuit de refroidissement. Mais les deux qui m'intéressent sont les primaires et les secondaires. Ce sont vraiment ceux qui font partie de la machine. N'oubliez pas que la partie, ici, circuit de refroidissement, c'est la source froide. Donc l'alternateur, je le remets également ici, c'est celui qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, donc énergie électrique que l'on voit ici et qui est acheminée vers les différents foyers. On ne le demandait pas dans la question à l'alternateur, mais je profite ici de l'avoir sur la dia pour que vous le replaciez sur votre schéma. Alors, quelles sont les transformations d'énergie successives dans une centrale nucléaire? Eh bien, vous partez d'une énergie nucléaire, attention, ce n'est plus une énergie chimique ici, nous ne sommes plus dans une combustion classique, nous sommes donc dans une énergie nucléaire, dans un réacteur. Vous avez ensuite une énergie thermique qui est communiquée au premier circuit puis au deuxième d'ailleurs, qui comporte un fluide et puis un deuxième fluide chauffé. Vous avez le deuxième fluide qui a reçu et qui convertit une énergie mécanique cinétique pour que la turbine puis l'alternateur puissent s'activer et tourner. Et enfin, vous avez de l'énergie électrique qui est acheminée jusqu'au foyer. Voilà les différentes transformations. Alors, la dernière question n'était pas rapportée telle qu'elle, je pense, dans votre petit texte, page 26. Mais en gros, quand vous acheminez, donc si je reviens à ce schéma-ci, quand vous acheminez l'électricité vers les foyers, vous avez remarqué qu'il y a des câbles, effectivement, qui sont des lignes à haute tension, qui nous permettent en fait d'amener l'électricité dans les foyers. Bon, le problème, c'est que quand on amène de l'électricité comme ça dans les foyers, on a plusieurs problèmes de dissipation d'énergie qu'on appelle un effet Joule. Donc l'effet Joule, en fait, c'est l'énergie qui est dissipée en cours de route pendant qu'on transporte l'énergie électrique. Et malheureusement, cet effet Joule, on peut avoir quelques solutions qu'on va apporter ici dans les réponses, mais c'est un effet qu'on ne pourra jamais complètement faire disparaître. Mais quelles sont les choses auxquelles on peut faire attention quand on transporte l'électricité? Essayez évidemment de limiter la longueur des trajets. Donc c'est bien beau d'avoir une centrale qui couvre des foyers, mais on ne peut pas couvrir les foyers sur des longues distances non plus en termes de transport de l'énergie électrique. On utilise des lignes à haute tension, je vous l'ai dit. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a l'énergie électrique qui est vraiment produite dans la centrale, elle est sous forme de basse tension. Mais pour l'envoyer beaucoup plus loin dans les foyers, il faut qu'elle soit sous haute tension parce que c'est ce qui permet en fait de ne pas dissiper trop d'énergie avec l'effet Joule. Je rentre pas plus dans le détail. Retenez juste que les lignes à haute tension, c'est dans le but en fait de ne pas perdre trop d'énergie par effet Joule.
Quand l'énergie électrique arrive dans le foyer, vous avez en fait à nouveau un système qui va permettre à l'électricité de revenir sous forme de basse tension. Chaque foyer doit être équipé de ce système, hein. Un foyer ne peut pas recevoir de la haute tension en tant que tel. Sinon, en fait, vos appareils ne pourraient pas fonctionner. On utilise évidemment un type de métal très pas sophistiqué, mais en tout cas très précis pour les câbles qui vont conduire l'électricité. On prend des choses qui conduisent bien, mais qui ont une très très bonne résistance, je vais en reparler après. Et donc on peut utiliser par exemple l'aluminium comme métal utilisé pour les câbles. Dernière chose, on doit penser à la résistance des matériaux. Pour ceux qui ont fait de l'électricité en troisième année, si vous vous souvenez, on doit faire attention à la résistance. Donc, si la résistance est élevée, en fait, on peut se permettre d'envoyer une plus petite quantité d'énergie et donc de ne pas la perdre. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais ce sont des choses que vous devez connaître, c'est-à-dire essayer de retenir des raisons pour lesquelles, malheureusement, on perd de l'énergie sous forme d'effet Joule, mais quelles sont les 4 solutions qu'on peut apporter pour empêcher cette dissipation d'énergie. Alors maintenant qu'on a traité ces différentes questions, je vais venir à l'exercice 8 dans votre cours. Donc là, je vous renvoie aux exercices page 28, donc 28 pour l'exercice 8. Alors cet exercice, je le fais entièrement avec vous. Donc, dans une centrale nucléaire, seuls 35% de l'énergie thermique sont transformés en énergie électrique. Donc ça veut dire que par rapport à l'énergie qui était au départ dans la centrale, 100%, nous n'en avons que 35% qui ressort sous forme d'énergie électrique. Au cours du transport de l'énergie électrique produite dans la centrale jusqu'au lieu de consommation, 8% de cette énergie électrique produite se transforme en énergie thermique par effet Joule. C'est le fameux effet dont on vient de parler qui échauffe les fils lors du transport. Supposons qu'un ménage moyen utilise en 1 heure en début de soirée une énergie électrique de 4,6 kWh. Je vous rappelle, le kilowattheure, c'est bien une unité d'énergie, nous l'avons vu. Première partie, calcule la quantité d'énergie électrique qui a dû être produite par la centrale nucléaire. B, calcule la quantité d'énergie perdue par effet Joule durant le transport. C, calcule la quantité d'énergie thermique qu'il y avait initialement dans la centrale pour donner de l'énergie électrique. Et enfin, calcule la quantité d'énergie thermique perdue, c'est-à-dire dissipée dans la centrale et qui n'est pas utilisée. Alors, si on démarre donc de l'information qu'on a au départ, on a de l'énergie utilisée par un ménage pendant 1 heure, 4,6 kWh qui, je rappelle, est une énergie, et c'est l'énergie que le foyer a reçue. Voilà. Ça a été envoyé par la centrale et le foyer a reçu 4,6 kWh. On sait que 8% depuis le trajet de la centrale ont été dissipés sous forme d'énergie. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'on a du 100% qui vient de la centrale, qu'on a 8% qui se dissipent dans le trajet, donc le foyer a reçu 92%. Ces 92%, ce sont les 4,6 kWh que le foyer utilise. Donc, c'est l'énergie électrique que le foyer a reçue. Donc voilà ce que je peux écrire. Mes 92% sont équivalents à 4,6 kWh en termes d'énergie. Qu'est-ce que je dois faire pour répondre à la question? Je veux connaître la quantité d'énergie électrique que la centrale avait quand même produite au départ. Elle en avait produit 100%, ma centrale. Mais donc, si 92% équivalent à 4,6 kWh, mais 100%, je fais une petite règle de 3, mais qui est directe ici, je vais en fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour trouver la réponse, je vais en fait arriver à une valeur de 5 kWh d'énergie électrique produite au départ à la centrale avant la dissipation. Donc, j'ai 5 kWh qui sont sortis de ma centrale, mais en cours de route, j'ai 8% qui sont partis dans les fils, et donc le foyer n'a pu recevoir que 4,6 kWh. Question B. Calcule la quantité d'énergie perdue par effet Joule durant le transport jusqu'au lieu de consommation. Donc, si je sais que 8% ont été dissipés par effet Joule, moi je sais que mes 100% que la centrale avait donné en énergie électrique, c'était 5 kWh, je l'ai trouvé au point A. Qu'est-ce que je fais évidemment? Je fais à nouveau une petite règle de 3.
Si mes 100% c'était 5 kWh, 8% c'est 0,4 kWh. Et c'est l'énergie qui a été dissipée sous forme de chaleur dans les fils par effet Joule. Le point C calcule la quantité d'énergie thermique initiale qui a été utilisée dans la centrale pour produire cette énergie électrique. Là, il faut revenir à une information qui est le 35% ici. Donc, vous savez que l'énergie électrique qui est obtenue dans la centrale, ce n'est que 35% de l'énergie totale que j'avais au départ. Moi, je sais que 35%, c'est en fait les 5 kWh qui sont envoyés avant de passer par les câbles. Ça, je le sais, je l'ai trouvé juste avant. Et c'est donc les fameux 35% que ma centrale est capable de donner avant que les foyers reçoivent. Donc, si je veux retrouver les 100%, c'est toujours le même principe. Je fais une petite règle de 3, 35% 5 kWh, 100% ça me fait 14,29 kWh, qui sont en fait fournis au départ dans la centrale sous forme d'énergie thermique par la réaction nucléaire de l'uranium. Et puis, dernière question, calcule la quantité d'énergie thermique perdue dans la centrale. L'énergie perdue, c'est celle en fait qui est dissipée, mais qui est dissipée à l'intérieur pendant que les machines tournent et fonctionnent et perdent de l'énergie sous forme thermique qu'il faut absolument refroidir. Donc en fait, il faut prendre le point de départ qui est l'énergie que je donne pour que la centrale réalise tout le processus. Donc ça, c'est l'énergie nucléaire que je donne au départ. Et puis, oui, j'ai mis combustion, attention, c'est l'énergie de départ, c'est le nucléaire ici, moins l'énergie que j'ai fournie au ménage, c'est-à-dire en tout cas moins l'énergie que le ménage a pu, la quantité d'énergie qui a été envoyée vers le ménage. Donc, je prends les 14,29 qui sont mon énergie totale, les 5 kWh qui sont la quantité qui était prête à être envoyée juste avant que les fils dissipent encore de l'énergie. Donc, en fait, ce qui est perdu, attention, ce qui est dissipé à l'intérieur de ma centrale, le temps que toutes les machines fonctionnent, c'est en fait du 9,25 kWh. C'est à nouveau une énergie. Voilà, je sais que j'ai été rapide, j'en suis bien consciente, parce que je ne vous laisse pas, évidemment, je n'ai pas la notion de temps pour ce qui est de la prise de notes chez vous. Je vous invite à mettre en pause à chaque fois, à revoir, à réécouter, évidemment, chaque fois les explications s'il y a un petit doute. Mais vous revenez vers moi si vous avez des questions. Voilà, bon travail à vous.